Aujourd'hui, à Dépendance au cœur des proches, un projet balado présenté par la Maison Jean Lapointe, j'ai l'immense bonheur de me recevoir moi-même. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je me reçois moi-même aujourd'hui. C'est un épisode spécial. J'avais envie de vous partager un petit peu mon parcours, d'où je viens et où je m'en vais, en fait. Comment, avec toutes les choses que j'ai vécues dans ma vie, j'ai pu arriver à là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je trouvais ça important là, de partager ça avec vous. Aussi, j'aimerais vous rappeler encore une fois que si jamais vous traversez présentement là, une période difficile avec un proche qui a des enjeux de dépendance, vous cherchez de l'aide, que vous avez besoin d'outils, la Maison Jean Lapointe offre des outils là, à l'interne. Donc, ils ont un programme qui s'appelle le programme d'aide à la famille et à l'entourage. N'hésitez pas à leur écrire, ça va leur faire plaisir de vous accueillir et de vous venir en aide, en fait. Et sur ce, j'ai envie de vous souhaiter un bon épisode et une très bonne écoute. Aujourd'hui, ça va être un épisode spécial, un épisode qui va s'attarder un petit peu plus à mon background, en fait. La raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette formule-là, c'est que je pense que, puisque je suis la porteuse du projet, je pense que c'est important que vous compreniez aussi un peu d'où je viens, pourquoi j'ai décidé de faire ce projet-là, puis pourquoi c'est important pour moi de le faire. Dans un premier temps, la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce projet-là, je vais faire une petite mise en contexte, là, mais l'année dernière, j'ai été en relation avec une personne dépendante, puis ça a été une période très difficile. Puis vu le background que j'ai aussi avec mes deux parents sont alcooliques et toxicomanes, ça m'a replongée dans plusieurs blessures d'enfance. Ça m'a mis dans plusieurs états, en fait. Puis, dans le pic de la relation, là, quand ça allait vraiment pas bien, puis que j'avais complètement perdu le contrôle sur ma propre vie, là, je cherchais quelque chose à écouter, je cherchais quelque chose auquel me raccrocher, puis je trouvais rien. Je trouvais du contenu sur les gens qui sont dépendants, qui viennent raconter leur vécu, mais je trouvais rien sur les proches qui étaient touchés par la dépendance. Puis moi, j'aurais juste eu envie d'entendre quelqu'un parler de sa relation avec quelqu'un qui avait un problème de dépendance, puis de juste me sentir probablement moins seule, mais de sentir que, OK, finalement, c'est peut-être correct que j'agisse de telle ou telle manière. OK, finalement, c'est correct si j'ai envie aussi de la quitter, cette relation-là. Fait que j'ai cherché ça beaucoup, puis je l'ai pas trouvé. Puis bon, évidemment, maintenant, je suis plus en relation avec cette personne-là. Et au sortir de cette relation, j'ai remis un peu les choses en perspective. Puis je me suis dit, en fait, je suis une artiste. Je pense que j'ai des choses à raconter. Pourquoi j'en ferais pas un podcast sur... un podcast que moi, j'aurais voulu avoir, en fait. Fait que c'est un peu la raison pour laquelle je le fais. Mais je le fais aussi surtout parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence des impacts de la dépendance de leurs proches. Puis je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup... ils n'ont pas beaucoup leur tribune ou leur droit de parole. Et je trouve qu'on en parle très peu, en fait. Donc, pour moi, c'est très important de mettre ces gens-là en lumière, de leur donner un espace pour s'exprimer. Puis, tu sais, moi, si je peux réussir à changer la vie d'une personne, je vais avoir fait mon travail là, en tant qu'artiste. Donc voilà, c'est un peu pour ça là, que j'ai décidé de faire ce projet-là. Donc aujourd'hui, ça va être un peu spécial parce que, j'auto-anime cet épisode. Je me suis écrit une liste de questions. Je vais passer au travers de ça aujourd'hui avec vous. Le but, c'est vraiment de faire un peu une rétrospective sur mon parcours, puis de qu'est-ce que j'ai vécu à l'enfance, puis comment aujourd'hui, j'arrive à je crois, être en paix avec autant la dépendance de mes parents, mais autant la dépendance en général. C'est sûr que j'ai passé par plusieurs chemins, j'ai vécu plusieurs expériences. Donc, je trouve ça important aussi qu'on puisse avoir des référents qui sont positifs de comment on peut aussi très bien s'en tirer malgré ce vécu-là.
Donc voilà, fait que je vais commencer avec... je vais vraiment y aller de manière chronologique, là, donc de parler de mon enfance, après ça à l'adolescence, puis après ça à l'âge adulte. Je pense que c'est à l'âge adulte que ça devient intéressant parce qu'à l'âge adulte, on a beaucoup de prises de conscience, des prises de conscience que j'avais pas quand j'étais enfant puis que je baignais dans cet environnement-là. J'avais pas cette lucidité-là. Donc voilà, alors... J'aime ça, j'en ai beaucoup de questions, c'est sûr que je pourrais pas toutes les poser. Mais si je ferme les yeux et que je retourne dans mon enfance, qu'est-ce que je vois? Je vais faire l'exercice pour vrai, je vais fermer mes yeux, voir qu'est-ce qui retentit, là. On va voir qu'est-ce que ça donne. Il y a beaucoup de... Je suis beaucoup une fille de... J'ai comme des odeurs qui viennent en même temps, parce que j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans un village à Saint-Augustin-de-Mirabel, là, pour ceux qui connaissent ça. C'est pas très connu, mais bon, c'est à Mirabel, c'est un petit village. Quoique maintenant, c'est plus vraiment un village. Il y a un McDo puis un Tim Hortons, fait que c'est plus tant... Pour moi, c'est rendu une ville, là. À chaque fois que j'y retourne, c'est tellement des paysans. Mais bref, j'ai grandi dans cet environnement-là, donc très rural. Tout le monde se connaissait dans le village, tout le monde connaissait mon père. Ce qui est important aussi à nommer, c'est que quand j'étais enfant, moi, en fait, j'ai été élevée par mon père dans les 12, 13 premières années de ma vie. J'ai été principalement juste avec mon père, donc c'est lui qui m'a élevée. Ma mère est arrivée un petit peu plus tard à mon adolescence. Donc, c'est ça, j'ai vécu avec mon père, puis je suis enfant unique aussi, fait que c'est ça, j'ai grandi avec moi-même, avec mon chien aussi. J'avais un chien qui s'appelait Tara, que c'était ma meilleure amie. Donc, c'est ça. Puis j'étais très dans mon monde aussi. Vu que j'étais enfant unique, j'étais très imaginative. Mais je passais beaucoup de temps dehors aussi. C'est ça qui me revient beaucoup. Je m'amusais avec pas grand-chose, là. Puis en plus, il n'y avait pas de technologie dans ce temps-là. Fait que j'avais pas le choix d'être inventive. Mais donc, il y a ça. Puis il y a aussi... mais tu sais, j'ai tellement de beaux souvenirs de... j'étais très, très proche aussi quand j'étais jeune de mes cousines. Puis j'ai encore très proche, j'ai une de mes cousines avec qui je suis très proche encore. C'est comme une sœur, en fait. Puis j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec eux. Ils habitaient à 2 rues de chez moi. Donc ma tante a été très présente aussi dans le portrait quand j'étais enfant, puis tout ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, j'ai plein de beaux souvenirs, mais je me souviens, tu sais, maintenant avec du recul en tant qu'adulte, je me souviens de choses, disons, que j'ai vécues quand j'étais enfant, que je me dis, ouais, peut-être que j'aurais pas dû vivre ça ou que j'aurais pas dû voir telle chose quand j'étais un enfant, parce que c'est sûr que, bon, moi, j'avais c'est comme si j'avais 2 papas, là. C'est-à-dire que, tu sais, mon père, puis je tiens à dire, mon père a toujours été... J'ai jamais manqué de rien. Ça a toujours été un alcoolique fonctionnel. Il a toujours été très présent pour moi. Il l'est encore aujourd'hui. J'ai une super belle relation avec lui. Mais reste que je pense que ce qui a été difficile quand j'étais enfant, c'est que quand t'as accès au papa qui est à jeun, tu sais, le matin quand je me lève, puis mon papa il est à jeun, puis le soir, c'est comme une autre personne, c'est difficile pour le cerveau d'un enfant de... Il y a comme quelque chose de déstabilisant, mais il y a quelque chose aussi de pas très rassurant, parce que là, c'est comme une perte de... Tu sais, mon père, moi, c'était toute ma vie, là. Fait que quand il était dans cet état d'ivresse-là ou sous consommation, ben en fait, c'est comme si je perdais mon père. En fait, c'est vraiment ça, le ressenti que j'avais, c'est « Ah, ben là, ça, c'est pas mon père, en fait. » Parce que ça modifiait beaucoup sa personne et ses comportements. Mais comme je dis, je tiens à dire que mon père n'a jamais été négligent envers moi. Mais vu que j'étais enfant unique aussi, très rapidement, j'ai été autonome. Dès mon plus jeune âge, j'étais très autonome, très mature. Je me souviens même des fois, là, je repense à ça. J'ai toujours été un enfant adulte. Je faisais des activités que les enfants de mon âge ne voulaient pas faire, là. Tu sais, moi, je suis très, très proche de ma grand-mère aussi, du côté de ma mère. Puis quand j'étais enfant, moi, je voulais pas faire, tu sais, aller jouer au Barbie avec mes amis de filles. Ça m'intéressait pas. Moi, je voulais faire des choses de grandes personnes.
Fait que j'appelais ma grand-mère la fin de semaine, puis je voulais qu'on aille magasiner ensemble, je voulais qu'on aille manger au restaurant, je voulais qu'on aille faire des tours de voiture. Tu sais, je faisais pas des trucs de gens de mon âge. J'ai jamais été comme ça. Fait que ça m'a fait réaliser avec du recul, j'ai fait, mon Dieu, que j'étais vraiment adulte, même quand j'étais enfant. Puis je pense que c'est parce que j'ai tellement dû me responsabiliser à plusieurs moments dans ma vie que j'ai comme pas eu le choix. Là. Des fois, c'est un mécanisme de survie même. C'est fou ce que ça peut faire. Puis, ouais, donc, c'est ça un peu l'environnement dans lequel j'ai grandi. Puis, je me souviens que ma mère, dans les 12-13 premières années de ma vie, elle a pas été présente, en fait, ou très peu. Ses enjeux de consommation étaient plus... je pense qu'elle était plus désorganisée que mon père à cette époque-là, ce qui faisait en sorte qu'elle n'a pas pu combler son rôle de mère comme elle l'aurait voulu, je crois, et comme elle l'aurait pu. Puis, c'est sûr que ça l'a créé chez moi... Bon, c'est sûr que, comme toute bonne personne qui a un parent dépendant, je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. Là, le sentiment de rejet, d'abandon est comme dans le tapis là, 24/7. Ça se travaille, je vous rassure. Mais tout ça pour dire que moi, ce syndrome-là était déjà installé très, très jeune parce que une des personnes les plus importantes de ma vie, ma mère, n'a pas été là pendant les années les plus importantes. T'sais, entre 0 et 5 ans, pour un enfant, c'est comme super important. Puis elle a été absente, j'ai très peu de souvenirs. J'ai des bribes, mais principalement, j'ai été avec mon père, tu sais. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça l'a teinté la petite Camille. Je me souviens aussi avoir grandi dans beaucoup de... J'étais très, très, très hyper vigilante, beaucoup d'insécurité, je pense que j'étais un enfant très anxieuse, ce qui est normal parce que je savais jamais trop à quoi m'attendre, tu sais. Puis ça, évidemment, c'est des choses que je suis capable d'intellectualiser aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, je pensais pas à ces choses-là. C'est juste qu'avec du recul, je me dis, ah, wow, OK, j'ai vécu des trucs quand même. Des fois, je me dis, tabarouette, si ça aurait pu être évité, ça aurait été l'idéal, mais c'est pas... Tu sais, moi, aujourd'hui, puis je vais y revenir à ça, mais je suis pas fâchée, je suis même dans la... Je dis souvent aux gens que je suis quand même dans la gratitude par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que la personne que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu. Si j'avais pas eu la vie que j'ai eue, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Fait que moi, je fais juste remercier le bon Dieu tellement souvent Je suis reconnaissante d'avoir vécu ces épreuves-là parce que ça me permet d'avoir une forme de résilience. Je suis quelqu'un qui se relève vite. Quand je vis des trucs, je vais me relever vite puis je vais faire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour... Ce qui appartient au passé. J'oublie pas, je m'en souviens, mais OK, mais comment je peux m'en servir pour juste avancer puis passer à autre chose puis avoir une belle vie, tu sais. Évidemment, ça a été un travail de longue haleine. Là. Je suis pas arrivée à ça du jour au lendemain. Mais fait que c'est ça. Ça fait un petit peu le tour, je pense, de comment j'ai grandi. Je vais regarder, c'est quoi mes prochaines questions. Quand est-ce que j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait? J'ai commencé à sentir que je vivais dans une famille différente parce que quand j'allais... Ça, c'est vraiment des souvenirs marquants quand même. Quand j'allais chez mes amis, en fait... Ou, par exemple, quand j'allais chez mes cousines, tu sais, mon oncle, ma tante, mariés, ils ont 4 enfants, tu sais, ça a toujours été une famille très fonctionnelle. Je réalisais que quand j'allais ailleurs, c'était pas comme chez moi. Puis, ben, je regardais tu sais, des fois, j'allais souper chez des amis, puis je regardais les papas, puis je me disais, mais lui, tu sais, il est pas, tu sais, les papas, ils étaient pas alcoolisés, ou, tu sais, fait qu'à un moment donné, j'ai commencé à réaliser que, ben c'est ça, qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait, mais comme je dis encore, quand tu es un enfant, tu t'intellectualises pas ces choses-là, tu sais pas que c'est pas normal, tu sais. Donc moi, toute ma vie, là, toute la vie que j'ai vécue, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est ça ma vie. C'est pas anormal, mais quand je la raconte aux gens, les gens se disent « Mon Dieu, mais c'est donc bien triste. » Puis je suis comme « Mais c'est pas... pour moi, c'est pas triste. Pour moi, c'est ça ma vie, c'est ça que j'ai connu. »
Donc, c'est ma réalité. Je me suis jamais posé plus de questions, tu sais. Mais c'est ça, quand j'allais chez les amis, là, je réalisais ou que je voyais la relation que les enfants avaient avec leurs parents. Puis je me souviens aussi que pour moi, aller chez mes amis, c'était aussi un safe space. C'était un endroit où je me sentais en sécurité parce que je pense qu'il y avait un certain cadre, puis il y avait aussi une stabilité. C'était des familles qui étaient très stables. Donc, c'était quelque chose qui me rendait bien, puis c'était ma manière aussi un petit peu de m'évader. Puis je pense que c'est pour ça que j'étais une enfant très... je m'inventais tellement d'affaires, puis j'étais tout le temps dehors. J'ai passé ma vie dans les champs, à parler avec des animaux. Je parlais avec mes voisins qui étaient des adultes. Tu sais, tout ce que je pouvais faire qui était à l'extérieur de la maison, qui me permettait de m'évader, ça me rendait tellement... ça me rendait heureuse, puis c'était vraiment mon petit safe space. Mais donc, c'est ça, quand j'ai remarqué que ça commençait à clocher, ben c'est ça, c'est en allant chez les autres, puis en faisant comme, OK, ouais, c'est peut-être... dans le fond, peut-être que ma vie, c'est pas tout le monde qui vit la vie comme ça, là, tu sais. Fait que voilà. Puis, est-ce que je comprenais que c'était de la dépendance à ce moment-là? Non. Impossible de savoir que c'était de la dépendance parce que quand t'es en... Tu sais, j'avais pas ces référents-là. Pour moi, mon père, c'était juste deux personnes complètement... Tu sais, quand il était à jeun, il était à jeun, puis quand il était sous, ben il était sous. Puis, tu sais, moi, je me posais pas de questions, là. Je suis une enfant, puis il s'occupait de moi quand même, là, tu sais. C'est juste que avec du recul maintenant, quand j'ai grandi, c'est plus à l'adolescence que j'ai comme réalisé. J'ai fait comme, OK, premièrement, ça a des impacts sur moi. Puis, j'aime vraiment pas ce que je vois. Ça me fait de la peine, ça m'affecte. Mais c'est vraiment rendu à l'adolescence que j'ai été capable de mettre des mots là-dessus, là, vraiment. Quand est-ce que... Adolescence. Je suis déjà rendue dans mon adolescence. Mais j'aimerais quand même, dans mon enfance, il y a eu quand même des personnes... tu sais, je parle de mes parents et tout, mais il y a eu des personnes qui sont très importantes. Je pense que c'est important de nommer ma grand-maman avec qui j'ai... ça se peut que je sois émotive parce que ma grand-mère est très importante pour moi. Ma grand-mère, c'est la mère de ma mère. Puis, elle est encore en vie, là. Je pleure pas parce qu'elle est décédée. C'est juste parce que c'est tellement... c'est une personne qui est très importante dans ma vie, avec qui j'ai encore un lien très, très fort, très privilégié aussi. Puis quand j'étais enfant, ma grand-mère était très, très, très présente pour moi, en fait. Elle l'est encore aussi à ce jour. Mais elle a été très présente dans des moments où... si elle n'avait pas été là, je ne sais pas ce qui serait arrivé, tu sais. Puis, beaucoup de ma personnalité aussi aujourd'hui, évidemment, c'est des valeurs que ma grand-mère m'a inculquées. Donc, c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler, parce que ma grand-mère, même encore, si c'est à ce jour, elle est très présente dans ma vie. Puis, elle a toujours été là pour moi. Ça a été un peu comme ma mère, dans un sens, parce que vu que ma mère n'était pas en mesure, à ce moment-là, de prendre soin de moi, parce qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle dans un premier temps, mais ma grand-mère a toujours eu j'ai toujours eu l'impression d'avoir ce lien qui était plus maternel, en fait, avec ma grand-mère. Fait que c'est pour ça que je dis qu'elle est importante, puis je suis tellement reconnaissante de notre relation, tu sais, on est capable de tout se dire, puis elle m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup accompagnée dans les moments où c'était plus difficile pour moi par rapport à la dépendance de mes parents, justement. Donc, j'ai toujours eu cet espace-là pour pouvoir en parler. Toujours ce soutien, cette écoute-là, jamais dans le jugement. Juste de sentir que s'il y a quelque chose, s'il arrive quelque chose, ben je peux compter sur elle, tu sais. Donc,
je repense à mon enfance, puis moi, là, la fin de semaine, là, quand venait la fin de semaine, moi, ce que je voulais faire, c'était de passer du temps avec ma grand-mère. Je voulais pas voir mes amis, je voulais pas... Moi, c'était mamie. J'appelais ma grand-mère le jeudi soir, je disais « Mamie, je peux-tu venir chez toi en fin de semaine? » J'ai passé ma vie avec ma grand-mère, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est une personne, c'est ça, qui est très chère pour moi puis qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup à mes yeux. Donc, je trouvais ça, c'est ça, important de le nommer. Mais aussi, il y a ma tante. Je vais en revenir, là, ma voix, c'est épouvantable en ce moment. Oui, puis ma tante aussi, mes cousines, ils ont été... tu sais, veux pas, quand on était enfant, pour moi, de jouer avec ma cousine, c'était un moment de... Des fois, c'était comme un petit moment de répit, tu sais, de m'en aller chez ma tante ou juste aller dormir chez mon oncle puis ma tante, puis de passer ma soirée avec mes cousins et cousines. Là. Ça, là, c'était comme... Ça a été très, très important pour moi pendant mon enfance de pouvoir avoir ces moments-là de qualité avec des gens qui apaisaient mon système nerveux, là, tu sais. Donc, je sais pas à quel point eux, ils réalisent que c'est vraiment un baume pour moi de faire partie de la famille aussi, là, mais de pouvoir partager ces moments-là avec ma cousine, avec qui j'ai tellement... ma cousine qui a maintenant aujourd'hui 3 merveilleux enfants que j'adore, mais j'ai encore une relation très privilégiée avec elle aujourd'hui, mais dans ce temps-là aussi, j'avais une relation c'était comme ma sœur, puis c'était mon safe space aussi, tu sais, avec du recul quand j'y repense. Fait que ces gens-là ont été très importants, puis je trouve important de le nommer. Ensuite, à l'adolescence, il s'est passé beaucoup de choses. Quand j'étais en secondaire 1, mon père a arrêté de consommer pendant comme un bon moment. Puis, j'étais en secondaire 1, il a fait une grosse rechute, en fait. Puis, ça allait tellement bien. Je pense qu'il a été 4 ans sobre. Puis ça allait vraiment bien dans moi, je tripais ma vie, là. J'avais retrouvé mon père, il était en forme, on faisait des activités, il venait... Moi, j'ai joué au soccer beaucoup quand j'étais jeune. Il m'accompagnait dans mes matchs de soccer. Il avait comme retrouvé... je sais pas, c'était pas la même personne, tu sais. Fait que pendant 4 ans, j'ai côtoyé mon père qui prend pas d'alcool, qui a toute son énergie pour faire des choses avec moi, qui se lève le matin, qui est en forme... Fait que quand il a rechuté, ça a été un moment vraiment difficile pour moi parce que des fois, je pense que les gens sous-estiment ça un peu, mais quand quelqu'un rechute, les autres autour rechutent avec lui, là. Puis comme j'étais l'enfant unique, puis que je passais ma vie avec mon père, en fait, je me souviens qu'à ce moment-là, encore une fois, j'étais jeune, donc c'était difficile de vraiment l'intellectualiser, mais je me souviens d'avoir ressenti énormément de... J'avais tellement de peine parce que je le savais dans quoi on s'en retournait. Je le savais qu'est-ce qui m'attendait, tu sais. Puis j'avais pas le goût pour lui, mais pour moi aussi, j'avais pas le goût de ça, tu sais. Puis j'étais bien, là, ça faisait 4 ans que ça se passait bien, puis que je sais pas, c'était juste tellement différent, tu sais. Fait que quand il a rechuté, moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes de comportement à l'école. Je pense que c'était ma manière d'aller chercher de l'attention, là, vu qu'à la maison, j'étais enfant unique, puis que des fois, mon père, il faisait ses affaires, il consommait. Fait que j'avais peut-être pas l'attention que j'aurais voulu avoir quand j'étais enfant. Donc, j'allais la chercher, évidemment, à l'école, en faisant toutes sortes de niaiseries, en bloquant des toilettes, en demandant à mes professeurs « Je peux-tu aller aux toilettes? » Puis finalement, j'allais faire des niaiseries dans les corridors. Tu sais, je veux dire, j'ai tout ce qu'un enfant à problème pourrait faire, je l'ai fait. Puis je pense qu'évidemment, là, ça vient avec, c'est ça, les choses que je vivais à la maison. C'était ma manière de dire « Allô, j'existe », là, tu sais. Puis c'est ça, à l'adolescence, j'étais au secondaire à la polyvalente de Saint-Eustache. Puis ça allait pas du tout, là. Ça allait vraiment pas bien. Honnêtement, je m'en allais vraiment pas dans la bonne direction. Puis j'avais recommencé à prendre un petit peu contact avec ma mère à cette époque-là. Ma mère était revenue un petit peu, puis elle avait arrêté de consommer. Ma mère, ça fait... Je veux pas me tromper, fait que je vais dire 18 ou 19 ans
qu'elle est sobre aujourd'hui. Merci mon Dieu, parce que je sais que c'est pas facile de se rendre aussi loin dans sa sobriété. Mais c'est ça, donc elle avait arrêté de consommer, on avait repris contact un petit peu, je passais plus de temps avec elle, c'est ça, elle était revenue dans ma vie légèrement. Puis, quand il y a eu la rechute, évidemment, j'ai eu des discussions avec elle, j'ai eu des discussions avec ma grand-mère, puis ma mère, elle m'avait dit, écoute, si tu veux emménager avec moi, que j'aille la garde complète, parce qu'évidemment, il y avait encore ces questions de garde et tout à cette époque-là, puis vu que j'étais pas une adulte, elle m'avait dit, ben moi, ma porte est ouverte. Puis, tu sais, je consomme plus, donc, puis ça nous permettrait de recréer un lien qu'on n'a pas eu la chance de créer quand j'étais en consommation. Mais tu sais, je suis en secondaire 1, je fais des niaiseries, je me tiens avec des gens qui sont pas très... qui font des niaiseries eux aussi. Bref, je m'enlignais vraiment pas... Je m'en allais pas du tout dans la bonne direction. Puis à un moment donné, ben j'étais encadrée, évidemment, là, j'étais dans des classes spécialisées, j'avais des travailleurs sociaux, j'avais toute la batterie là, de gens qui pouvaient m'aider. Puis, à un moment donné, j'ai été capable de nommer à ma travailleuse sociale, j'ai dit « Qu'est-ce que t'en penserais si je déménageais chez ma mère? » Puis ma mère, elle habitait à Val-David dans ce temps-là. Tu sais, s'il y avait un changement à faire, je m'en allais à Sainte-Agathe-des-Monts, à la Polyvalente des Monts, puis c'est comme tu recommences ta vie à zéro, là. Puis finalement, j'ai décidé, je l'ai fait le move parce que ça allait pas bien à la maison. Ça me créait beaucoup d'anxiété. Mon père était pas dans une bonne passe du tout. Puis je pense que ça me servait pas en tant que jeune adolescente de baigner dans cet environnement-là. Donc, évidemment, là, j'ai pas décidé ça toute seule, mais avec la travailleuse sociale, avec ma mère et tout, j'ai décidé de m'en aller j'ai déménagé à Sainte-Agathe, en fait. Donc, je suis arrivée dans une nouvelle école, je connaissais personne. Par contre, je suis très reconnaissante d'avoir vécu ce changement-là, puis d'avoir aussi vécu avec ma mère, parce que j'ai appris à découvrir ma mère, j'ai appris à la connaître. On a développé une relation. C'est sûr que notre relation, même encore à ce jour, elle est très complexe. Elle est remplie d'imperfections, parce que c'est sûr que, comme elle n'a pas été là dans les premières années de ma vie, ça teinte évidemment la relation qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais somme toute, je suis très en paix aujourd'hui avec la relation que j'ai avec ma mère. Puis je l'aime, puis je nous souhaite juste le meilleur, tu sais. Mais bon, c'est ça, il y a des moments d'imperfection, mais les relations, c'est jamais parfait. Mais ça pour dire que je suis très reconnaissante d'être arrivée à Sainte-Agathe dans un environnement, tu sais, je veux dire, je passais de la campagne à, là, je suis dans le Nord. Puis, tu sais, dans le Nord, tu peux facilement te sentir isolé parce que tu es loin de tout. Le seul moment où tu socialises vraiment, c'est quand tu vas à l'école ou quand tu vas faire du sport. Tu sais, moi, j'étais rendue très sportive. Je faisais du ski, je jouais encore au soccer, j'ai même joué au hockey. Tu sais, comme... Fait que ça a complètement changé, en fait, mon mode de vie. Puis, ça m'a tellement calmée. Fait que c'est juste pour dire à quel point les impacts de la dépendance de mon père, ça avait énormément d'effets, en fait, sur mes comportements. Puis d'être arrivée dans la nature comme ça, puis dans un environnement, évidemment, qui était plus sécure un peu, parce que ma mère consommait pas, ça l'a complètement changé la donne, puis ça l'a changé la personne que je suis, je crois. Et ça m'a vraiment ramenée là, sur le bon chemin. Puis je me souviens, j'ai rencontré, il y a des profs extraordinaires auxquels je pense encore aujourd'hui qui m'ont ramenée là, sur une ligne droite, puis c'est comme... Je suis tellement choyée d'avoir rencontré ces femmes-là dans ma vie, tu sais. Je pense à ma prof de sciences, là, de secondaire 4, je pense. C'est sûr que là, on est rendu loin, là, mais secondaire 4, en tout cas, cette femme-là qui m'avait dit « Camille, tu devrais commencer à faire de la course. » Puis il y avait un club de course à l'école, puis je m'étais mis à faire ça. Puis j'ai découvert que le sport, c'était très thérapeutique, en fait, pour moi. Je me suis beaucoup lancée là-dedans. J'ai découvert aussi mon côté plus artistique là-bas. Je me suis mis à animer les spectacles. Là, 100% des monstres, c'était des spectacles de variété. C'est moi qui les animais. T'sais. Fait que j'ai tout... On dirait que j'ai comme... comme ma personnalité, elle a vraiment explosé à ce moment-là. Puis j'ai vraiment pu
découvrir un peu plus j'étais qui vraiment. Puis bon, c'est ça. Fait que c'est un peu le fait que mon père avait rechuté à cette époque-là qui m'a amené à faire ce changement-là. Puis je pense qu'on a tous des chemins, des expériences différentes à vivre. Puis je pense que ce chemin-là, il fallait que je le prenne. Puis je suis très, très contente de l'avoir pris, tu sais. Donc voilà. Je regarde là-dessus. Est-ce que j'en parlais à quelqu'un à l'époque? Ben, comme je disais tantôt, oui, j'en parlais, j'en ai beaucoup. Évidemment, à cette époque-là, j'en parlais beaucoup avec ma mère parce que c'était la personne qui était là dans ma vie à ce moment-là. Puis j'étais capable de... Mais je pense qu'à l'adolescence, je ressentais beaucoup de colère par rapport à mon père. Par rapport... Je comprenais pas, j'étais comme, pourquoi? Tu sais, pourquoi, genre, il décide de... C'est con, tu sais, je comprenais pas. Mais tu sais, quand tu comprends pas non plus que c'est une maladie... Puis, tu sais, ma mère, elle a aussi fait à cette époque-là, elle avait fait un certificat en toxicomanie. Puis, elle travaillait même en maison de thérapie. Elle a travaillé pendant un temps. Fait qu'elle avait les outils pour m'expliquer un peu plus qu'est-ce que mon père vivait, en fait. Puis, j'ai même fait beaucoup de meetings à mon adolescence. J'en ai fait avec ma mère, beaucoup, avec mon père. Donc, j'ai été exposée à c'est quoi la réalité de la dépendance, puis comment ça peut affecter les gens dans leur quotidien. Donc, rapidement, j'ai comme brisé cette espèce de cercle de colère-là. Puis j'ai fait comme, OK, non, en fait, il est malade. Puis quand j'ai compris que c'était une maladie, ben j'ai plus ressenti, en fait, de la peine. Parce que je me disais, mais je veux pas que mon père soit malade. Je veux pas. Ça me fait de la peine qu'il soit comme ça ou qu'il soit pris avec ça, tu sais. Puis la dépendance, c'est tellement pernicieux parce que premièrement, c'est une maladie que les gens ont à vie. Puis tu sais jamais. Tu sais, je veux dire, personne n'est à l'abri. Là. Ma mère, ça fait 18-19 ans. Mais une rechute est jamais très loin, là, tu sais. Puis je le souhaite pas. Je le souhaite vraiment pas. Mais c'est pour dire que des fois, ça prend pas grand-chose, puis la personne, elle retombe, puis ça affecte l'entourage, puis tu sais, donc, à cette époque-là, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé avec ma mère. On a beaucoup démystifié les choses. Ça me fait beaucoup de bien. Puis il y avait toujours ma grand-mère qui était là pour en parler avec moi, ma cousine aussi, avec qui je veux dire, je me suis toujours confiée avec ma cousine par rapport à ça. Même encore à ce jour, c'est quelqu'un à qui je me confie beaucoup quand je vis des choses plus difficiles en lien avec ça. Donc, j'ai toujours eu des gens avec qui en parler, là, évidemment. Quelle stratégie j'ai développée pour m'en sortir ou simplement pour survivre émotionnellement? Wow! Ben, à cette époque-là, comme je disais, j'étais beaucoup dans le sport, mais il y a eu une personne aussi super importante dans mon adolescence qui s'est présentée à moi. C'était une amie de ma mère qui a gravité. En fait, je coachais son garçon au soccer. Puis, à un moment donné, je sais pas, on parlait, puis elle est comme tombée sous le charme de la jeune Camille que j'étais à cette époque-là. Puis on a développé une relation très... pour moi, c'est comme une maman, là. Je dis que c'est ma mère adoptive ou ma mère cosmique, mais surtout ma mère adoptive qui a été énormément présente pour moi à mon adolescence, puis avec qui j'ai pu parler. Puis elle, c'est qu'elle a un background de travail social, donc elle a beaucoup, je veux dire, elle avait plein de stratégies pour moi, là, tu sais. Puis le sport, entre autres, elle me l'avait beaucoup conseillé. Elle m'avait dit, fais du sport, faut que tu bouges, t'es une hyperactive. Fait que je me suis beaucoup... C'est parce qu'à cette époque-là, tu sais, je faisais pas de thérapie, j'avais pas cet intérêt-là nécessairement, donc je me suis beaucoup évadée dans le sport, dans les amis, beaucoup dans les amis. Puis je faisais-tu le party dans ce temps-là? Je me suis jamais évadée dans... non, je me suis jamais évadée. Je m'éloigne vraiment de la question, là, mais c'est juste que ça me fait penser. Parce que les gens, souvent, ils vont me demander est-ce que tu sais, comme c'est quoi ta vision de comme l'alcool ou... Puis je me souviens que même quand j'étais très jeune, moi, j'ai toujours eu peur, en fait, parce que ça m'a tellement traumatisée. Il y a tellement des choses que j'ai vues dans ma vie qui m'ont... choquite, là, tu sais, j'étais comme, je veux vraiment pas reproduire ça, là, tu sais.
je pense que j'ai toujours eu une certaine résistance par rapport à toute substance, quoique je suis une très grande... j'adore le vin, tu sais, j'aime le gin, tu sais, j'aime l'alcool, mais c'est jamais pour... Je la consomme pas pour me saouler la gueule. Je la consomme parce que j'aime le goût, parce que j'aime m'intéresser à... OK, il vient d'où ce vin-là? Comment il a été fait? Ce gin-là, OK, il vient d'où? OK, comment ça a été fait? Tu sais, j'ai comme un intérêt... J'ai vraiment un intérêt, en fait. Mais ça n'a jamais été... J'ai toujours eu une relation très saine. Ça n'a jamais été problématique ou une manière de m'évader ou de m'auto-médicamenter, en fait. Puis j'ai jamais fait de drogue. J'ai fumé des petits joints des fois, mais genre tout ce qui est le reste, là, tout ce qui est substance un peu plus, je dirais, intense, j'ai jamais touché à ça et ça me fait terriblement peur. J'en ai peur. Parce que j'ai vu des choses et c'est ça. Je n'ai pas envie de vivre ça, disons ça comme ça. Donc, ouais, j'ai toujours eu une relation... ça m'a jamais intéressé de faire le party. Puis je me suis toujours promis à moi-même, parce que j'avais vu, que j'allais jamais me rendre là dans ma vie. Je me suis toujours fait cette promesse-là à moi-même que je voulais pas me rendre là. Fait que, bon, je me suis vraiment éloignée de la question, mais c'est la vie. Puis j'aimerais ça faire un lien avec... parce que là, ce serait important aussi que je parle un peu de mon ex-copine avec qui j'ai été. Ça, c'est vraiment à l'âge adulte, là, c'est quand même récemment, mais quand j'ai rencontré cette personne-là, bon, évidemment, évidemment, j'avais des... il y avait des signaux quand même quand j'ai rencontré cette personne-là au début, mais je pense que... ma thérapeute me parle toujours de petits conseillers, là. Elle dit, toi, tu as des conseillers dans ta tête, puis des fois, les conseillers, ils n'ont pas toujours des bons conseils. Il faut comme pas que tu les écoutes, puis il faut vraiment que tu suives ton instinct. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, mes petits conseillers, ils étaient vraiment dans le déni, là. Ils étaient comme... Ils me l'ont dit. Ils ont dit, Camille, cette personne-là, c'est sûr qu'il y a des enjeux de consommation, mais je pense que tu es peut-être la bonne personne pour l'aider. Le fameux syndrome du sauveur. Et comme c'est une réalité que j'ai toujours connue, je me suis dit, ben, je pense que je vais être capable de dealer avec ça, tu sais. Puis finalement, j'étais la pire personne pour l'accompagner là-dedans, c'est ce que je me suis rendu compte. Puis quand je l'ai rencontré au début, ben c'est ça, je savais pas à quel point l'enjeu de dépendance prenait autant de place, disons, dans sa vie. Puis quand je l'ai réalisé, j'ai comme fait, tu sais, j'étais comme déjà pognée dans... Parce que j'étais engagée émotionnellement envers cette personne-là. Puis je me souviens que je m'en suis tellement voulu. Il y a des moments, pendant la relation, où je me disais, hey Camille, pour vrai, là, mes petits conseillers, là, ça se faisait aller dans ma tête 24/7 d'ailleurs. Mes petits conseillers, à un moment donné, me disaient, hey Camille, il faut vraiment pas que tu t'aimes pour rester dans une relation comme ça. Puis, ça, je me répétais ça tellement souvent, là. Puis à un moment donné, ça l'a fait de son temps, là. J'ai été juste 3 mois avec elle parce que littéralement, je me reconnaissais plus. J'étais complètement hors de contrôle. J'étais en mode survie à peu près 24 heures sur 24. Toujours en mode, est-ce que ma blonde va passer au travers de sa soirée? Est-ce que je vais me réveiller, elle va être morte? Littéralement. Très souvent. Est-ce que, tu sais, de toujours me poser des questions, en fait, es-tu en consommation ou est pas en consommation? Tu sais, de me demander, je suis assise à côté d'elle, on est en train d'écouter un film, puis là, je me demande, as-tu consommé ou as pas consommé? Ou chaque fois qu'elle allait aux toilettes, parce que là, on n'a pas parlé de substance, mais sa substance principale, c'était la cocaïne. À chaque fois qu'on était quelque part, pour moi, la toilette, c'était ma hantise. À chaque fois que je la voyais aller aux toilettes, je me disais, elle va aller faire un bump, c'est sûr. Puis là, je voulais pas qu'elle consomme parce qu'elle voulait arrêter, mais c'était comme... Fait que toujours en hyper-vigilance, là, non-stop. Puis à un moment donné, littéralement, mon corps a juste arrêté de fonctionner, là. Puis quand je me suis rendue là, j'ai fait comme, OK, il faudrait peut-être que j'envisage de la laisser, tu sais. Mais quand je suis arrivée là-dedans, c'est ça, je m'en suis beaucoup, beaucoup voulu. Puis au sortir de ça, j'ai fait
sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même, j'ai fait de la thérapie. Ça va faire 1 an, là, aujourd'hui, qu'on n'est plus ensemble. Mais je vais prendre une petite gorgée de café. Mais tout ça pour dire que quand je suis sortie de la relation, mais j'ai pu un peu remettre les choses en perspective. Puis je me suis dit, tu sais, Camille, puis j'en ai beaucoup parlé avec ma thérapeute aussi, elle m'a dit, ça sert à rien de t'en vouloir parce que... Elle dit, premièrement, tu peux être fière de toi, parce que je pense que la Camille d'il y a 2, 3, 4 ans serait restée très longtemps là-dedans. Mais vu le travail que j'ai... Tout le travail que j'ai fait en thérapie, tout le travail de déconstruction, je pense que ça m'a permis de... Tout ce travail-là que j'avais fait, en fait, m'a pas servi à rien. Ça m'a prouvé que j'ai pas payé une thérapeute pendant des années pour que ça fonctionne pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, j'ai été juste 3 mois avec elle. Ça a été très rapide, puis rapidement, je me suis sortie de là, mais je m'en suis quand même voulu beaucoup, puis elle me disait, faut pas que tu t'en veuilles, c'est normal que tu aies été vers cette personne-là, parce que toi, toute ta vie, c'est ça que tu as connu. Et tu penses que tu mérites pas mieux que ça. Donc, ne t'en veux pas, fais juste prendre le temps d'analyser ça, puis qu'est-ce qui en ressort de cette relation-là, tu sais. Puis c'est sûr que dans le moment, il y a beaucoup de choses que je regrette. J'ai été très imparfaite dans la relation. J'ai été dans le contrôle. J'ai été démesurée dans certaines de mes actions. J'avais plus ma tête, en fait. Puis j'ai commencé à faire du Al-Anon à ce moment-là parce que j'étais complètement... ça allait pas du tout. J'avais complètement perdu le contrôle. Comme la personne perd le contrôle avec sa substance, moi aussi, tu sais. Ça me faisait capoter quand elle consommait. J'étais comme, pourquoi? Tu sais, je voulais tellement pas qu'elle consomme, mais je pouvais pas contrôler sa consommation. C'est impossible. Premièrement, c'est une maladie, fait que si elle a le goût de consommer, elle va consommer. Puis même si je dis « consomme pas », elle va le faire pareil, tu sais. Fait que ça me rendait complètement dingue. Puis je suis arrivée à Al-Anon, puis quand je suis arrivée à Al-Anon, j'étais déjà dans un processus de... J'avais juste besoin de me faire dire « Camille, tu peux la laisser, puis ça va être correct, tu sais. » Mais j'avais besoin de temps, puis j'avais besoin de... Puis quand je suis arrivée à Al-Anon, et boy, je m'en souviens, là, comme si c'était hier, je suis rentrée à la maison Jean Lapointe, puis... Et que ça allait pas, là. Non, ça allait pas du tout. Puis je suis rentrée là, puis j'ai tout de suite senti mon système nerveux qui a comme fait « OK, là, tu t'accordes un moment pour toi, pour prendre soin de toi. » Puis c'est fou parce qu'au début, j'y allais pour elle. Puis plus ça avançait, plus j'y allais pour moi. Puis la journée où j'ai compris que ce qui était important, c'était de me responsabiliser moi-même par rapport à mes propres actions, ma propre vie. Et en fait, quand j'ai réalisé que ce qui était important là-dedans, c'était de prendre soin de moi, puis que le fameux détachement avec amour, on en parle beaucoup à Al-Anon. Quand j'ai compris ça, en fait, j'ai été capable de la laisser parce que j'ai été capable de me dire à un certain moment, je me suis dit, ben Camille, je pense que tu t'aimes assez pour te choisir et décider de pas... Cette expérience-là qui est dans ta vie présentement, qui s'offre à toi, qui est son expérience à elle. Et ça, c'est ma thérapeute qui m'avait dit ça. Puis, en tout cas, j'ai une thérapeute extraordinaire qui a complètement changé ma vie. Mais elle m'avait dit... Tu sais, Camille, dans la vie, tu vas rencontrer plein de gens, ils ont toutes des expériences différentes. Il y a des expériences, tu vas avoir le goût de vivre jusqu'au bout. Mais il y a des expériences qu'à un moment donné, à mi-chemin, tu vas te dire « Non, ça ne m'intéresse pas. » Puis tu as le droit. Puis c'est correct de décider de la laisser vivre son expérience et toi de te retirer. Puis ça a été très game changer pour moi. Puis c'est ça, du moment que j'ai réalisé que j'avais assez d'amour propre, que je m'aimais assez pour me choisir, c'est là que j'ai été capable de vraiment faire un détachement avec amour. Mais ça a été le moment aussi fatidique où j'ai été capable de la laisser. Puis c'est plate parce que j'aurais aimé ça, avoir une relation avec cette personne-là, mais c'était juste pas ça. Puis c'était juste pas une expérience que j'avais envie de recréer dans ma vie, vu tout le passé que j'avais eu, tu sais. Fait que, voilà, grosse parenthèse, mais je trouve ça important de le nommer parce que moi, c'est
c'est cette relation-là qui m'a donné envie de le faire, ce podcast-là. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis vraiment dans un processus, j'ai comme accepté. Moi, cette personne-là, je lui souhaite juste d'être bien puis de s'en sortir, parce qu'à la fin de la journée, moi, il y a plein de choses que j'ai fait dans cette relation-là, puis je sais que j'ai été imparfaite, je le dis souvent, puis j'essaie de comme pas trop me taper dessus, parce que je pense que dans une situation comme ça, c'est normal de pas être parfaite, tu sais. Mais moi, tout venait de l'amour que j'avais pour cette personne-là, tu sais. Puis il y a rien de plus terrible que... Je veux dire, moi, je me couchais le soir, puis je me demandais si j'allais retrouver ma blonde morte le lendemain matin, là, tu sais. Je veux dire, c'est pas une vie, premièrement. Puis je l'aimais, cette personne-là. Puis ça me faisait tellement de peine de l'avoir autant souffrir. C'était tellement souffrant de l'avoir comme ça. Puis à un moment donné, dans ma relation, je me suis dit, j'en peux plus de l'avoir comme ça. Ça me fait trop de peine. Je peux pas être en couple avec quelqu'un qui vient autant me chercher. Ça se pouvait juste pas, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'y souhaite qu'elle meilleure, puis j'y souhaite vraiment qu'elle trouve son chemin là-dedans, puis qu'elle s'en sorte avec toute la bienveillance du monde. J'y souhaite vraiment que ça, là, tu sais. Puis ça a été une très belle expérience pour moi, dans le sens... une très belle expérience. Ça a été tough, là. Mais ce que j'en retiens de ça, je veux dire, ça a été une expérience qui s'est présentée dans ma vie, pas pour rien. Je vois ça comme un ultimatum. La vie m'a mis cette relation-là dans ma vie pour me tester, puis je le sais. Je suis sûre à 100% que c'est ça. J'ai comme semi-échoué parce que je suis allée pareil, mais je m'en suis sortie vite. Fait que ça, pour moi, c'est comme une petite victoire aussi. J'ai comme fait, OK, rapidement, j'ai été capable de faire non, ce n'est pas pour moi. Alors qu'il y a plusieurs années, je serais allée jusqu'au bout de la patente, puis j'aurais été malheureuse longtemps, là, tu sais. Fait que c'est comme une petite victoire, mais c'est aussi... ça fait juste me prouver que tout le travail que j'ai fait aussi me permet aujourd'hui d'être plus alerte par rapport à ça, plus consciente de qui je suis, c'est quoi mon alignement avec moi-même, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas. Puis je pense vraiment à ça que ça a été un ultimatum, ça a été j'ai vraiment frappé un mur à ce moment-là, puis je me suis promis à moi-même que les prochaines fois, j'allais, c'est ça, être plus vigilante, plus alerte, parce que c'est sûr que j'ai quand même, je pense, une personnalité qui peut attirer ces personnalités-là dans ma vie. Je suis pas à l'abri, mais je pense que je suis beaucoup plus outillée grâce à cette relation-là aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas que du mauvais là, à ça, là, vraiment pas. Je vais relire une petite question. Comment ces blessures... Ben c'est sûr que, tu sais, comment ces blessures ont continué à se manifester à l'âge adulte, c'est sûr qu'avec tout le background que j'ai eu avec mes parents, ma famille, tout ça, c'est sûr que j'ai grandi avec des patterns, avec des traumas, avec des blessures. Sauf que je suis rendue, tu sais, par exemple, le rejet, l'abandon, l'hypervigilance, je suis aussi quelqu'un qui est très... j'aime pas l'instabilité, j'ai besoin de beaucoup de stabilité. C'est toutes des choses que, quand j'étais jeune, et qui se sont formées à ce moment-là, et qui, bon, évidemment, tu grandis avec ça, puis c'est très difficile à déconstruire après. Fait évidemment, ben, je suis une grande anxieuse, puis j'ai peur de l'abandon, puis j'ai peur du rejet, puis je suis très hyper vigilante aussi dans mes relations, puis je suis du genre à vouloir me retirer avant de me faire laisser ou avant de... Tu sais, je veux tellement pas être déçue, parce que je pense que j'ai tellement été déçue souvent dans ma vie que c'est ma manière de me protéger. Par contre, ce qui est rassurant, c'est que ça se travaille et c'est beaucoup moins pire que ça l'était. Je suis très consciente de ces blessures-là que j'ai, sauf qu'au lieu de les... ça, c'est encore une fois ma thérapeute extraordinaire qui m'avait dit ça. Elle dit, ton problème, c'est que... Ça, c'est il y a peut-être 2 ans. Elle m'a dit, ton problème, c'est que tu t'acceptes pas que c'est là. Puis t'es toujours en mode, genre, tu veux toujours repousser cette peur du rejet, cette peur de l'abandon, tu veux tout le temps tout rejeter tout le temps. Elle dit, fais donc juste les accueillir. Fais juste accueillir ces blessures-là, puis fais de ces blessures-là tes plus grandes amitiés, en fait. Puis depuis que j'ai accueilli ça à bras ouverts, je vis vraiment une meilleure vie, là. Parce que je le sais que je suis comme ça, puis que ça va toujours être là. Par contre, je sais aussi un peu vers quoi pas aller pour me sentir comme ça, puis vers
quoi aller pour me sentir plus en sécurité, par exemple. Tu sais, je pense juste à mes amitiés aujourd'hui qui... Moi, il n'y a pas aucune de mes amitiés qui me trigger ou qui... J'ai des amitiés très stables, très sincères, très fusionnelles aussi. J'ai pas beaucoup d'amis, mais je suis capable d'aller vers les bonnes personnes, tu sais, dans mes amitiés. Donc, ouais, j'ai beaucoup de travail que, tu sais, c'est ça que j'ai fait. Puis bon, ces blessures-là, je vais les avoir toute ma vie. Mais il y a aussi un livre que j'ai lu qui est très cliché, là, mais je vous conseille de le lire si ça vous intéresse. C'est Les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi-même, de Lise Boudreau, si je ne me trompe pas. Et dans ce livre-là, le prologue, moi, c'est le prologue qui a changé ma vie. Elle fait juste dire, tant aussi longtemps que vous accepterez pas les choses telles qu'elles sont, que vous accepterez pas vos blessures, vous allez vous maintenir là-dedans toute votre vie. Puis je sais que ça a l'air cliché, mais moi, je l'avais pas catché avant de lire ça. Et à ce moment-là, j'ai entamé un énorme processus d'acceptation. Puis j'ai juste fait comme, hey, pour vrai, c'est ça ma vie, c'est ça mon parcours, c'est ça mon chemin. Il y a rien que je peux rien effacer, c'est ça, c'est fait. OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir une belle vie? Mais comment je peux me servir de toutes ces expériences de vie-là pour faire quelque chose de beau? Puis je pense que dépendance au cœur des proches serait pas possible si j'avais pas le vécu que j'ai aujourd'hui, tu sais. Puis une chose que je répète beaucoup aux gens autour de moi, vraiment, je le crois profondément, les choses que j'ai vécues dans ma vie m'ont formée à être la personne que je suis aujourd'hui. Je suis une personne qui est très... Je dis pas ça pour me vanter, là, vraiment pas, mais je pense que j'ai une maturité émotionnelle et une intelligence émotionnelle que j'aurais pas pu avoir sans les choses que j'ai vécues dans le passé. Il y a des choses en tant qu'artiste que j'ai faites que je pense que si j'avais pas le background que j'aurais pas pu les faire. Ma manière d'aborder la vie, ma manière d'avoir des relations aussi, elle est façonnée par toutes ces choses-là que j'ai vécues. Puis c'est pas parfait, je suis pas parfaite, mais je suis reconnaissante d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce que je pense qu'aujourd'hui, ben c'est ça fait de moi une je dis pas ça pour m'inventer, mais je pense que ça fait de moi une belle personne, puis une personne qui est résiliente, puis je pense que je peux apporter beaucoup aux gens autour de moi, tu sais. Mais encore une fois, comme je dis, sans le vécu que j'ai eu, je pense pas que je serais capable d'apporter ça aux gens dans mon entourage, tu sais. Fait que voilà. Est-ce que j'ai pardonné? Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai pardonné aux autres et à moi-même? Oui. Ça fait longtemps que je suis dans le pardon. En fait, j'en ai jamais voulu à mes parents parce que, justement, quand j'ai compris que c'était une maladie, j'ai compris que je pouvais pas en vouloir ni à mon père ni à ma mère d'être malade. C'est comme au même titre que quelqu'un qui a un cancer. Si la personne elle a un cancer, tu vas pas être en crise parce qu'elle a le cancer. Là, je veux dire, elle est malade, c'est pas de sa faute. T'sais. Ben, la dépendance, c'est la même chose. C'est une maladie, tu sais. Puis je me souviens, à un moment donné, mon père a eu un autre moment où il a fait une bonne rechute. Puis ça, c'est une scène qui est gravée dans ma mémoire. Il avait rechuté, c'était au jour de l'an. Je me souviens pas c'était en quelle année, mais je me souviens qu'à cette époque-là, j'étudiais en théâtre à Saint-Hyacinthe. Puis j'étais descendue dans mon village natal pour venir fêter le Nouvel An chez ma meilleure amie d'enfance. Puis mon père, il m'avait dit, ça faisait un bout qu'il consommait plus techniquement, puis il m'avait dit, passe à la maison avant, on va boire une bière. Moi, j'étais comme, on va boire une bière, t'es pas censé consommer en ce moment. Évidemment, ça m'avait comme stressée. Puis là, j'étais comme, ah, fuck, j'espère qu'il n'a pas rechuté, tu sais. Puis quand je suis arrivée chez lui, il était complètement saoul. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai figé, là. J'ai comme pas su... Il y a comme eu un long silence. Puis il m'a offert une bière, puis j'ai dit, hey, non, j'ai comme pas le goût de consommer en ce moment, surtout pas avec toi, tu sais. Puis quand je suis partie,
Tu sais, je suis restée un peu, mais c'était pas très le fun. J'avais beaucoup de peine, en fait, pour lui. Puis, juste avant de partir, il m'a pris dans ses bras, puis il s'est mis à pleurer. Puis il m'a dit « Est-ce que tu m'en veux? » Puis j'ai dit « Ben non, papa, je peux pas t'en vouloir. T'es malade. Je vais jamais pouvoir t'en vouloir pour ça, tu sais. » Puis j'ai dit « Ben, tu sais, je te prends comme t'es, puis je t'aime comme t'es, tu sais. Il y a rien que je puisse faire de plus que ça, tu sais. » Fait que j'en ai jamais voulu à mes parents, mais j'en ai souvent voulu à la maladie. Ça m'a toujours fâchée. Puis même avec mon ex, plus souvent qu'autrement, j'étais en colère contre la maladie, non pas contre elle. Ça me frustrait tellement. Puis même encore à ce jour, je pense que la plus grosse colère que je peux ressentir, c'est face à cette maladie-là, puis à l'impuissance que ça peut créer pour soi, mais pour la personne qui vit aussi les enjeux de dépendance. Mais la foutue l'impuissance, y a-tu rien de plus terrible comme sentiment? De voir quelqu'un qui souffre en avant de toi, mais de pouvoir rien faire, honnêtement, c'est la pire chose, tu sais. Fait que non, j'en ai jamais... je suis vraiment en paix avec ça. Puis j'ai juste accepté que c'était ça, puis qu'il n'y a rien que je puisse faire de plus, tu sais, à part que d'utiliser tout ça pour en faire du beau, finalement, là, tu sais. Dernière question, parce que je suis déjà... j'ai jasé, là. Tant mieux. Maintenant, où est-ce que je m'en vais? Maintenant, où est-ce que je m'en vais? Je pense que je m'en vais... Je vais avoir 30 ans cette année, fait que, évidemment, je m'en vais vers la trentaine, ça, c'est sûr. Sauf que je pense que je m'en vais vers des belles choses. Je pense que c'est ça, je suis plus apaisée, plus en paix par rapport à tout ce que j'ai vécu aussi dans ma relation avec mon ex-copine. Je suis juste dans la bienveillance, puis dans la... Vraiment, je suis dans l'acceptation, en fait. Puis ça a été vraiment game changer pour moi, le fameux livre, là, Les 5 blessures de l'âme. Pour vrai, lisez ça. J'ai juste fait comme, OK, c'est vrai, j'ai juste une vie à vivre, puis à quoi ça me sert de me maintenir dans une énergie qui me maintient dans une position de victime, en fait, de juste toujours être en train de... Ouais, mais là, il m'est arrivé telle affaire, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis un moment donné, la boîte de Pandore a juste pété, puis j'ai fait comme, OK, Camille, c'est beau, là. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça pour avancer, tu sais, au lieu de juste de stagner? Puis plein de choses que je fais maintenant je fais juste... C'est ça, je fais juste être full dans l'acceptation. Puis ça m'aide aussi dans plein d'autres sphères de ma vie, là, tu sais, même dans le travail, dans mes amitiés, dans peu importe des situations des fois qui m'arrivent, je me dis, ben écoute, c'est ça qui est ça. On va juste accepter que c'est ça, puis on continue d'avancer, tu sais. Fait que non, je pense que je m'en vais vers des belles choses, puis je pense que avec la thérapie aussi, je suis de plus en plus outillée, évidemment, mais je deviens un petit peu, à chaque jour, un petit peu plus la meilleure version de moi-même, pour moi, mais pour les autres aussi. Puis je pense vraiment, encore une fois, je sais, je vais le répéter, je suis vraiment fatigante avec ça, mais si ce n'était pas des choses de mon parcours de vie, je serais pas là où je suis aujourd'hui, puis j'en suis convaincue. Donc, je peux juste être dans la gratitude et la reconnaissance d'avoir la vie que j'ai présentement. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Puis, tu sais, j'ai envie de vous dire que, tu sais, si vous êtes dans un moment en ce moment où ça va vraiment pas là, avec votre proche, ou si vous avez un ami, un parent, ou oubliez jamais que si la personne consomme, parce que ça, c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup, si la personne consomme, faites juste pas oublier que c'est pas de votre faute. C'est super important de se rappeler ça puis de l'ancrer, là, tu sais. Parce que c'est facile de se taper dessus. C'est facile de se sentir mésadapté dans ce genre de situation-là. Mais sachez que vous faites votre possible. C'est sûr, je le sais. Parce que je suis passée par là. Puis la seule vraie chose que vous pouvez faire, c'est
d'aimer la personne telle qu'elle est. Il n'y a rien de plus que vous pouvez faire. Fait que voilà, ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. Puis j'espère que ça va vous aider, vous éclairer, vous guider. Voilà, fait que je vous souhaite, peu importe, je sais pas il est quelle heure en ce moment, je sais pas à quel moment vous l'écoutez, mais je vous souhaite, c'est ça, je vous souhaite d'être capable de prendre soin de vous, puis j'espère que ça va avoir fait écho pour certaines personnes. Merci beaucoup de m'avoir écouté.